principe, c'est une ASBL. Si vous voulez avoir l'endroit pour vous une journée, hein, donc moi je demande 50 €, je dois quand même rentrer un peu dans mes frais, et vous avez l'endroit pour vous. Moi le principe, ça me permet de rentrer dans mes frais au niveau entretien. Donc ici, vous êtes bien à Chièvres, d'accord, sur la commune de Gros-Arche. Gros-Arche viendrait, d'après l'historique, de l'allemand qui voudrait dire Grand E. Ça va? On va faire le petit tour, on est parti. Je vais parler aussi bien d'horticulture que de... Je vais parler un petit peu. Ici, ce sont des truites. Et bien sûr, il y a quelques blancs. Pourquoi quelques blancs? Donc, quand on parle de blanc, c'est du poisson comme la carpe et ainsi de suite. Ah ouais. Voilà, ils vont venir manger. Donc, le principe, ils ne sont pas pêchés. C'est tout simplement un étang qui va servir tous les rivages. Donc, les carpillons vont partir dans l'autre étang qui trouve de l'autre côté. Par contre, les truites sont pêchées et elles sont mangées. Dès que vous avez passé la rivière, vous n'êtes plus sur l'entité de Chièvres, mais vous êtes sur l'entité de Belleuil. Ça veut dire que la propriété est aussi bien sur Chièvres que sur Belleuil. Alors, la rivière s'appelle le Domissard. Petite astuce, quand vous allez promener, dès que vous entendez Sard, Bernissard, Bétissard, automatiquement, ça veut dire que c'est une parcelle qui a été débroussaillée, qu'on a abattu les arbres. Donc, dès que vous entendez Sard, ça veut dire. Donc ici, le Domissard, c'est la séparation entre Chièvres et Belleuil. Ici, on est dans les temps qu'on appelle blanc. C'est le poisson qu'on va remettre à l'eau. On ne peut pas, il n'est pas là pour manger, mais là, on va le pêcher. Vous savez ce que c'est qu'un trimax? Le trimax, en Belgique, c'est la hêtrée. Ça veut dire que... On va faire une petite pièce de théâtre, on va me partir. On a un lichen. Une roche, un lichen. D'accord? Le lichen va attaquer, grâce à l'acide lichénique, la roche. À ce moment-là, la roche va devenir un petit peu poussiéreuse et le lichen va perdre ses éléments. Et voilà une herbe qui pousse. Ça va? L'herbe pousse au-dessus du lichen. Alors, retenez deux phrases. La première que j'ai sortie, c'est l'équilibre est un déséquilibre constant. La deuxième phrase que je vais vous demander de retenir, c'est je prépare la terre pour mon pire ennemi. Ça y est? Donc, on a le lichen, on a l'herbe. L'herbe va bien sûr, à un certain moment, mourir. Du fait qu'elle va mourir, elle va laisser du terreau. Un oiseau se dépose, ou se laisse un excrément, et voici, mais on ne vous laisse pas l'excrément. Voilà l'arbuste qui pousse. Ça y est, lichen, herbe, arbuste. L'arbuste pousse, attention, le lichen commence à plus avoir de lumière. Deux solutions. Soit il change de couleur, soit il change, parce qu'au départ il était orange. Il était orange, pourquoi? Pour tout simplement se protéger des rayons lumineux. Et maintenant il va devenir vert. C'est toujours la même espèce, mais il a changé de couleur. Ça va? Elle commence à souffrir. L'arbuste pousse. Et puis, un écureuil qui passe par là. Voilà, un écureuil. Mais qui a mangé un gland. Le gland pousse, et bien sûr, fait de l'eau. Du fait que tu fais de l'eau, mais du lichen. Ça va jusque-là? Et puis l'écureuil revient, mais cette fois-ci, n'a plus mangé un gland, mais mangé une faine. Elle laisse tomber le hêtre. Ça, c'est très bien. Le hêtre qui commence à pousser. Les feuilles sont très épaisses. Les racines sont très larges. Et moi, hêtre, tous les jeunes que je vais faire supportent l'eau. Tandis que lui, le chêne, tous les jeunes qu'il va faire ne supportent pas l'eau. Du fait que j'ai fait beaucoup d'ombre, au revoir l'ombre. Au revoir la vie. Et il reste en compétition le chêne et le hêtre. Ça va? Mais comme moi, mes jeunes, ils résistent à l'ombre
Et lui, non. À un moment, il n'y aura plus de champs. Et le climax, c'est ça, une forêt de haies. Donc, s'il n'y a pas d'intervention en Belgique, ce sera toujours des haies. Le seul problème des haies, c'est qu'une super. Et bien, dès qu'on aura réchauffement climatique, le hêtre ne sera plus hêtre, mais ce sera le chêne. Ça veut dire qu'en Belgique, dans quelques années, le climax ne sera plus le hêtre, mais sera le chêne. Par contre, le hêtre va se déplacer vers la Scandinavie et deviendra le climax de la Scandinavie. Et ainsi de suite, ça veut dire qu'on est dans une rotation mondiale. Donc quand on parle de réchauffement climatique de grâce, retenez, c'est naturel, mais c'est vrai que l'homme, par sa consommation, l'accélère. Mais tout n'est pas de notre faute. C'est naturel au départ. Ça va? Allez, on est parti. Il a dit oui. D'accord. Il est sceptique quand même. Voilà, ça c'est ma conviction. Non, ce n'est qu'un avis. Donc j'élève mes poules avec des vers de terre. Eh bien, ceci, c'est de l'élevage de vers de terre. On appelle la lombriculture. Donc, le principe est tout bête. Je mets mes déchets dans une boîte. Le ver de terre va venir manger, passer par les petits trous. Et voilà, ceux qui font le boulot, c'est eux. Et il me faut un terreau très riche pour nourrir aussi bien mes poules que nourrir mes plantes. Voilà, je travaille avec ça. Ceci, c'est acheté, ça coûte 110 €. Ceci, ça coûte tout simplement, c'est des balles de moules qui sont récupérées. Vous mettez dans un sens, mon côté à 20, hein, il prend toujours le dessus. Je mets mes déchets, je mets un autre bac au-dessus, il rentre dedans, ça empêche le ver de terre de sortir. Je fais bien sûr des trous dans le fond du bac. Et le ver de terre va toujours monter, je mets toujours mes déchets sur le dessus. Alors, dans les vers de terre, il faut savoir qu'il y a 3 grands groupes de vers de terre. Les épigées, endogées, anécites. Ça, c'est pour faire croire que je suis malin. Un ver de terre qui est tout blanc, c'est un ver de terre qui vit en... Non, eh bien, vous venez trouver le nom. C'est les vers de terre de profondeur. Un ver de terre qui est tout rouge. Ah non. Au-dessus. Il a intérêt à être coloré pour ne pas être mangé par les oiseaux. Donc, c'est le ver de terre de surface. Et puis, il y en a un qui est blanc derrière et rouge devant. Entre les deux. Qu'est-ce que vous connaissez qui monte et qui descend? Qu'est-ce que vous connaissez qui monte et qui descend? Ascenseur. Eh bien, on va les appeler les vers de terre ascenseurs. Donc, c'est les 3 grands groupes de vers de terre, mais ils sont hyper importants tous les 3. Parce que le ver de terre de profondeur va manger les crottes du ver de terre de surface. Et le ver de terre ascenseur va permettre à aller chercher la végétation en surface et descendre en profondeur. Et il va permettre ainsi de faire rentrer l'oxygène et ainsi. Donc moi ici, je travaille avec des vers de terre de surface, mais par contre, dans mon potager, j'essaye d'avoir des vers de terre ascenseurs. Voilà. Ça c'est mon petit machin. On est parti? Maintenant on va aller à l'église? Allez. On est parti. Et vous pouvez voir déjà aller gratter un peu dans le fond, on va voir si c'est ça, ou c'est tout simplement. Voilà, je ne sais pas. Alors, sur le vitrail qui se trouve là-bas, il y a de l'autre côté, on est dehors, mais c'est monsieur, je ne sais plus son nom, j'ai tout le monde à passer, c'est celui qui s'est vraiment occupé de remettre Clément Terrasse, voilà, Clément Terrasse, qui lui s'est vraiment occupé de l'église. Tout ce qui est mobilier ici, donc tout ce que vous voyez comme mobilier, vient des écacheries. L'église des écacheries, donc voilà, donc, le mobilier a été apporté, elle est désacralisée, hein, l'église des écacheries, et une grosse partie elle est utilisée pour faire le thème. Voilà, les pétrobales sont hyper intéressants. J'ai fait, donc si vous allez sur le site église, hein, vous allez voir, il y a, sur le site, vous allez voir le patrimoine, vous allez voir l'église, ben, il y a tout ce qu'on sait redécouvrir au niveau des pétrobales. Voilà, quand vous allez promener, pour savoir un petit peu au niveau de l'orientation, quand vous êtes devant un vieux calvaire,
la majorité du temps, quand vous regardez la croix, vous regardez toujours vers l'est. Et c'est intéressant parce que dans les cimetières, c'est comme ça que vous savez dire si on a bougé la croix qui est au centre ou pas. Parce que ici, je regarde vers l'est. Si vous regardez les chœurs d'église des anciennes églises, vous regardez toujours vers l'est. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours le même principe. C'est des choses qui, pour moi, ne doivent pas être oubliées, qui devraient être, voilà, faire partie du patrimoine régional. Et là, j'ai une mordue. Donc. Pour quelle raison Dieu le donne vers l'est? Jérusalem. L'Orient. Jérusalem. Jérusalem. La terre promise. On y va. Attention voiture. Ça. Voilà, un petit mot par rapport à la permaculture. Permaculture, je vous ai dit, c'est essayer de refaire le sol de la forêt, sur un sol squelettique. C'est pour ça que c'est des Australiens qui ont sorti un truc pareil. Les Australiens sont sur des sols squelettiques. Je vous ai dit, par ici, ça ne sert à rien d'essayer de faire ça. Mais il y a un deuxième, c'est la philosophie de ce système. La philosophie, les études qui ont été faites, ils ont mis 100 personnes sur, si je me souviens bien, c'est 36 hectares. Ils ont mis 100 personnes, ils ont dû vivre avec ces 36 hectares. Et les calculs ont été faits, à quel moment il y allait avoir des conflits dans la société. Donc à quel moment les gens vont se révolter parce qu'ils n'ont pas assez à manger, parce qu'ils n'ont pas assez de bois pour se chauffer. Donc voilà, ils ont dû aménager un petit coin forêt, un petit coin élevage et ainsi de suite. Et ils ont analysé tout ça. Et j'ai une question par rapport à ça. Qui est-ce qui est pour la culture bio? Qui est-ce qui est pour la culture traditionnelle? Attention! Combien? Vous savez qu'il y a le secteur primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Primaire, c'est ceux qui travaillent la terre. Secondaire, c'est ceux qui vont transformer les usines et ainsi de suite. Et puis tertiaire, c'est les restaurants, les employés, ainsi de suite. Et quaternaire, c'est ceux qui travaillent pour l'État. Alors, enfin qui travaillent, qui sont à l'État. Je vais en parler. Alors, à votre avis, un pourcentage, combien travaillent dans le primaire? 25%. Qui dit mieux? Moins, combien? 10, 12. 3. 5. 1% travaille pour le secteur primaire. Ça veut dire que 1%, une personne sur 100, travaille la terre pour vous nourrir. Alors il faut se poser la question, est-ce possible de faire une nourriture plus saine avec un seul pourcent qui travaille? Et je vais poser une autre question, parce que j'aime bien parfois de percuter, mais qui a des enfants ici? Qui a conseillé à ses enfants de devenir jardinier ou agriculteur? Une seule personne. Voilà, et bien c'est là où est le problème. C'est qu'il y a 30, 40, 50 ans d'ici, 60 ans d'ici, réussir dans la vie, c'était de devenir ou médecin, ou avocat, ou ainsi de suite. Ça veut dire aller travailler pour le quaternaire ou le tertiaire. Et c'est comme ça que le secondaire et le primaire a été abandonné. Donc, croire à la culture bio, oui. Dans les conditions actuelles, non. Voilà, ça c'est ma position par rapport à ça. Donc, j'en reviens à ma permaculture. La permaculture, est-ce que c'est possible de faire la permaculture en Belgique? Actuellement, avec notre philosophie, avec le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur primaire, pour moi, c'est pas possible. Par contre, travailler comme eux, ça veut dire essayer de travailler en polluant le moins possible, ils ne mettront jamais de pommes de terre. C'est impossible. Comment est-il possible que le Pérou, qui est le pays d'origine de pommes de terre, importe des pommes de terre de Lutosa de Leuze? Vous se posez ces questions-là. Donc, eux ne font jamais de la pomme de terre. Par contre, ils vont travailler avec deux espèces de vaches, qui est la Salers et la Jersey. Pourquoi la Salers? Parce qu'il ne faut pas la vacciner, ou très peu la vacciner. Pourquoi la Jersey? Parce que l'effet, c'est beau tout seul, il n'a rien à faire grand-chose. Inconvénient, c'est que la Jersey, a un lait très fort, donc c'est l'idéal. La Salers ne donne du lait
que quand elles passent au veau. Donc, ça veut dire que là, on ne va jamais faire de l'élevage. C'est pour ça qu'un fromage de Salers coûte beaucoup plus cher. Un Auvergne coûte beaucoup plus cher parce que tout simplement, il faut de la Salers et qu'il faut toujours à chaque fois présenter le veau avant de pouvoir traiter. Ça va? Allez, on est parti. Bon voilà, bienvenue au week-end de Roumont, notre petite chèvrerie. On va vous expliquer le côté élevage et puis là on vous expliquera un peu la fromagerie et on va vous montrer comment on travaille. On a de la chance entre guillemets parce que les chèvres sont pas en prairie, parce qu'il pleut, et elles détestent la pluie, donc elles sont là-bas derrière pour aller. Bon, on va aller les voir directement. Et on... Ouais. Ah oui, ça monte partout. Hein. Ouais, bah ça. Combien vous en avez? On est entré 17. Et là, on a 6 femelles qu'on garde pour l'année prochaine. On garde 5-6 femelles chaque année pour agrandir. Normalement, c'est pas leur parc. Normalement, elles sont dans les box là et là, on n'est pas souvent. Et alors, la journée, elles vont pas toujours entrer. Mais comme ici, au moins ici, elles sont à l'abri, elles peuvent un peu manger de temps en temps et elles ont plus d'espace. Et alors, en prairie, on fait un système de pâturage tournant. Parce que le problème chez les chèvres, c'est les parasites intestinaux. Et donc, les médicaments chimiques, c'est de plus en plus, de moins en moins efficace. Et donc, on doit trouver des systèmes alternatifs. Des huiles essentielles, du pâturage tournant pour pas qu'elles se réinfestent. Pour qu'elles peuvent revenir seulement 1 mois et demi sur la parcelle, c'est pour déjà passer. Et donc là, les jeunes qu'on garde, elles sont élevées au pis jusqu'à 6 mois environ, 5-6 mois. Et après là, elles sont sevrées. On les garde au maximum au pied de la mer parce que comme ça, elles ont tout ce qui est immunité et alors mimétisme. Les chèvres adultes mangent les plantes qui sont intéressantes pour leur santé. Et alors les jeunes qui sont avec sont directement drillés. Et puis comme ça, elles sont proches des humains. Donc on les traite 2 fois par jour pendant 6 mois. Et puis 1 seule fois par jour pendant 3 mois. Et après, alors on arrête la production. Parce que les chèvres, c'est saisonnier. C'est donc en chaleur et donc c'est uniquement quand la luminosité est décroissante. Donc en fait, on ne peut pas normalement avoir de fromage de chèvre le début d'année. Donc de janvier à mars, c'est pas naturel qu'il y ait de la production laitière. Alors souvent, dans les gros élevages, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent plus ou moins à désaisonner et à leur mettre en production une partie du troupeau au tout début et une autre partie des naissances à la fin. Et comme ça, ils arrivent plus ou moins à étaler. Mais nous, avec un petit troupeau, on respecte les cycles et alors elles sont mises au groupe du mois d'octobre. Puis alors on produit encore pendant 2 mois et puis elles sont en arrêt de la production pendant 2 mois et demi. C'est en gestation pendant 5 mois. Donc là, c'est les 4 derniers mâles qui n'ont pas trouvé de destination chez des particuliers. C'est seulement intéressé pour un champion. Ils sont élevés au lait de chèvre mais au biberon quoi. Et on les sépare quand même assez rapidement. Donc ils prennent le colostrum, donc tout ce qui est anticorps. On les laisse avec les mères pendant 1 semaine, quand même 10 jours, tout ce qui est immunité. Mais après on les habitue quand même assez rapidement au biberon. Parce qu'en fait comme nous on sait pas... Qu'est-ce que tu fais dans ma manche toi? Là je suis au milieu de tous les particuliers, des éleveurs. Et j'aime bien les donner. Tu peux pas. Là, les plus gros, ils ont 2 mois et les plus petits, 1 mois. Bonjour mon bébé d'amour. Alors, eux, comme ils sont Non, parce que maman m'a mangé ma veste. Il t'a mangé ta veste, tu l'as bien fait. Les protéines, transformer tout ça. Vous ne faites pas à la main là. Non, c'est une petite machine par 2 chèvres.
Et même. Il y en a 6. Ouais. Et en fait, elles viennent et alors la première, j'imagine, ouais, c'est ça. Et la première passe, et donc ça ouvre pour la deuxième, puis ça ouvre pour la troisième, et comme ça, allez, la première va pas aller se mettre là-bas et puis bloquer tout. C'est un système qui fait que elles connaissent, ça va vite. Voilà, et puis hop, on ouvre. Et là, Et il faut combien? je m'attends qu'il y ait quelques personnes qui rentrent quand même. Tu mets ici. C'est peu, ouais. C'est petit. Après, voilà, ça sert à rien d'être grand, pas plus que 30 C'est ici, voilà. Voilà. Et donc, en fait, on crée, et puis bah, moi je rentre le lait directement, j'ai un petit sac où je me change. Normalement, je rentre pas avec mes amis de. Et alors, le lait, pour tout ce qui est fromage lactique, donc les fromages frais et même les bûchettes affinées, ce que je fais, c'est que donc, je mets du ferment, donc c'est des bactéries lactiques qui vont acidifier le lait. Je laisse reposer pendant la journée, au frais, à 4 degrés. Ensuite, la traite du soir, je viens mélanger les deux laits. Donc, il y a du lait qui sort à 30 degrés plus du lait à 4 degrés. Ça fait plus ou moins du lait à 1 degré, enfin, plus ou moins. Et alors là, je viens mettre de la présure. Je mélange et puis je laisse à 24 heures à 20-22 degrés. Et alors, ça va faire un caillé, on appelle ça un caillé. Donc, c'est les bactéries lactiques qui vont travailler, qui vont acidifier le lait. Une fois que là, donc, le caillé est en train de se former, donc il y a du lactosérum, c'est du liquide qui vient au-dessus du caillé. Moi, après, je moule à la louche dans les petits moules que vous voyez là-bas. Et je laisse reposer encore pendant 12h, 20h. Donc ça s'égoutte. Une fois que c'est égoutté, je sale et je mets au frigo. Je dois laisser au frigo 10-12 heures et après je les vends. Et ça c'est pour les petits frais. Pour tout ce qui est bûchette affinée, donc là au lieu que ce soit juste du ferment acidifiant, il y a aussi du ferment d'affinage. Donc ça c'est ce qui va donner le pénicillium, donc la croûte un peu fleurie et en plus un arôme d'affinage à l'intérieur. Donc c'est exactement le même principe, 24 heures de caillage, ensuite je moule. Au lieu de mouler dans des petits moules, je moule dans des moules assez longs pour faire le format bûchette. Et alors là, au lieu de les mettre directement au frigo, une fois que c'est égoutté, je les mets en cave d'affinage. Donc ça c'est un frigo modifié, où la température elle est à 10-12 degrés, enfin je suis à 11, et l'hygrométrie à 90%. Donc ça je vais les laisser 10 jours en affinage, pour que le ferment pénicillium candidium il se développe à la surface et qu'à l'intérieur l'autre ferment d'affinage se développe. Et donc ça reste du lactique, mais du lactique affiné. Ça fait des bûchettes un peu fleuries. Et donc tout ça c'est les types lactiques, donc c'est 24 heures de caillage. Allez, et après il y a aussi des camemberts, ça en début de saison j'en fais pas. Et donc ça c'est plus, au lieu de laisser à 20 degrés pendant 24 heures, je mets plus de présure et ça caille en 1 ou 2 heures. Et alors après, donc là, je moule, mais ça c'est un autre type de fromage. Voilà, pour l'instant, je fais que du lactique. J'ai fait l'année passée quelques camemberts et je vais en faire ici dans le courant de l'année, mais voilà. C'est quand j'ai plus de lait et que je ne sais pas tout écouler en lactique.